Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi d'être en votre compagnie. Dans ce journal aujourd'hui, nous reviendrons sur l'inauguration de la nouvelle vedette de la division de police maritime baptisée Princesse Gabriella, ce mercredi en présence de la famille princière. Un dossier complexe ô combien important au cœur de l'actualité monégasque, le plan de restructuration globale de la SBM. Pour nous en parler, nous recevrons Jean-Luc Biamonti, le président délégué de la Société des Bains de Mer. Il est en pleine négociation avec les syndicats. Départ volontaire, départ contraint, renégociation de certains accords collectifs. Nous verrons tout cela avec lui. Dans ce journal également, un retour sur les championnats de France de natation qui se sont déroulés ce week-end à Saint-Raphaël avec des représentants de la Principauté. Avec nous, l'entraîneur de l'équipe monégasque, Michel Pou, à son actif 2 participations au JO et 4 titres de champion de France. À moins de 10 jours de Noël, nous sommes allés dans un magasin de jouets pour connaître les dernières tendances. Que se vend-il de mieux entre jeux de société, jeux de construction, poupées ou super-héros? Vous aurez la réponse en fin de journal. Mais avant cela, comme je vous l'ai dit dans les titres, nous prenons la direction du port pour l'inauguration de la nouvelle vedette de la division de police maritime baptisée Princesse Gabriella. Une cérémonie qui a été annulée la semaine dernière pour cause de mauvais temps. La bénédiction par Monseigneur David a donc eu lieu ce mercredi. Nous vous retrouvons, Juliette Rappert, pour nous faire vivre cet événement. Oui Fabien, nous nous trouvons sur l'esplanade du Yacht Club de Monaco, en présence de son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, la princesse Charlène et leurs enfants. Son Altesse Sérénissime, la princesse Gabriella, a libéré le cordon maintenant la bouteille en nougatine comme le veut la tradition. Elle est maintenant marraine de ce nouveau bâtiment de la police maritime. Notre direction a souhaité que la division de police maritime et aéroportuaire puisse être dotée d'un moyen d'intervention qui permettrait d'exécuter multiples missions. À l'occasion de grands événements comme le Grand Prix, comme le Yacht Show, eh bien, nous aurions un bâtiment donc en mer qui serait aux abords des structures portuaires, un gabarit de bateau qui n'a rien à voir avec le précédent que nous avions dans la flotte. Une meilleure sécurité, une meilleure surveillance, sirènes et cornes de brume ont retenti pour saluer le baptême de la nouvelle vedette au nom symbolique. Princesse Gabriella, parce que nous savons qu'aussi bien le souverain que la princesse Charlène sont très attachés à la mer, aux océans, à leur protection, à tout ce qui concerne le domaine maritime. On baptise un bateau tous les 30 ans. C'est une magnifique journée qui restera gravée dans nos mémoires. Un moment fort et intense pour la police maritime. Ce bâtiment de 60 tonnes, capable d'atteindre une vitesse de 30 nœuds à pleine charge, est doté de 2 radars, d'une liaison satellite. Et il permettra donc d'augmenter les capacités opérationnelles de la police maritime et d'optimiser la surveillance des ports et du secours en mer de la Principauté de Monaco. Le tourisme complètement à l'arrêt au printemps dernier, des hôtels et des casinos fermés, une reprise plus que timide. La Société des Bains de Mer souffre de la crise sanitaire. La première entreprise touristique privée de la Côte d'Azur a déposé en octobre un plan de sauvetage de l'emploi auprès de la direction du travail. Une restructuration globale qui prévoit 3 dispositifs. Un plan de départ volontaire, un plan de départ contraint et la révision de certains usages ou accords collectifs en vigueur. Depuis plusieurs semaines, le président délégué de la Société des Bains de Mer est en pleine négociation avec les syndicats et c'est notre premier invité. Jean-Luc Biamonti, bonsoir. Bonsoir. On le sait, la situation de la SBM est délicate, crise sanitaire oblige. Tout d'abord, quel est le constat, l'état des lieux? Où en est-on économiquement et socialement? Économiquement, on a publié les résultats du premier semestre très récemment. La situation, vous avez utilisé le mot délicat, je crois que c'est un euphémisme. Oui. C'est plus grave que ça, malheureusement. Les pertes sont importantes au premier semestre et le deuxième semestre est traditionnellement beaucoup plus difficile que le premier semestre. Donc oui, la situation économique de la société est différente, est difficile. Au niveau de la situation sociale, il y avait une échéance qui était le 10 décembre, puisque à ce jour-là, on a reçu l'ensemble des demandes de départ volontaire à la retraite. Le constat est que nous en avons beaucoup. Ça s'explique en partie par le fait que la pyramide des âges de la société est assez âgée. Donc il y a beaucoup de gens, puisqu'on offre ce plan au-delà de 57 ans, il y a beaucoup de gens qui ont plus de 57 ans, et donc un certain nombre de gens qui l'ont accepté. On est dans une phase maintenant d'étude des dossiers, puisqu'on a beaucoup plus de demandes que de gens que l'on peut laisser partir. Parce qu'il faudrait les remplacer, c'est ça? Exactement. Le plan est ouvert aux gens qui ont plus de 57 ans et que l'on ne remplace pas. Alors,
on peut ne pas remplacer de deux façons. On peut ne pas remplacer parce que la personne part et elle n'est pas remplacée, ou bien on peut ne pas la remplacer de façon indirecte, et c'est la phase qui est en cours en ce moment, savoir qu'il y a une personne qui veut partir, ce job doit être remplacé, doit être effectué par quelqu'un d'autre, et on essaye de le faire remplir par quelqu'un qui était sur la liste des départs contraints. Et notre objectif, bien entendu, dans le rôle social de cette société, mais aussi dans le fait qu'on a tous le même objectif, hein, pas de casse sociale et le moins de drames possible. Et donc on est dans cette phase intérimaire qui est, on a accepté un certain nombre de départs volontaires, 189 pour être précis. Donc on a accepté 189 départs volontaires. Après les dépôts de dossiers du 10 décembre, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc il y a plus que 189, mais on en a déjà accepté 189 parce que ces 189, on est sûr de ne pas les remplacer de façon directe. Maintenant, on est dans une phase intérimaire où on va essayer de voir combien de jobs supplémentaires de postes supplémentaires on peut laisser partir et les remplacer par des personnes qui étaient en départ contraint. Et ça, je n'ai pas encore le résultat parce que ça se fait ligne par ligne, mais on espère bien réduire énormément le nombre de départs contraints. Alors je ne sais pas si l'image est bonne, mais il faut concrètement que combien de personnes quittent le navire pour que le bateau ne coule pas? On n'est pas parti sur un nombre de personnes. Donc je vais répondre à votre question, mais dans un autre sens. On a indiqué que nous ferons un plan d'économie de 25 millions. Il est indispensable. On ne peut pas ne pas le faire. On n'est pas en train de s'amuser, on est en train d'essayer de préparer la société pour les années à venir. Donc sur ces 25 millions, une partie c'est effectivement de l'économie de personnel, sachant quand même que la première année, tous ces départs volontaires nous coûtent énormément, hein, puisqu'il y a un package associé à ces départs pour motiver les gens à partir, et donc ça a dans un premier temps un effet très pénalisant pour les comptes de la société. On s'y retrouve sur les années qui viennent ensuite, hein, mais la première année, c'est beaucoup d'argent. Est-ce que vous êtes mis d'ailleurs d'accord avec les syndicats sur ces départs-là? Vous êtes en pleine négociation? Non. Vous avez déjà trouvé les accords? Sur les départs volontaires, c'est fini. Les accords sont trouvés puisqu'il y a beaucoup plus de gens qui veulent partir que de gens qu'on ne peut laisser partir. Donc le plan, contrairement à ce qui a peut-être été dit, n'était pas si mauvais que ça puisqu'il y a beaucoup de volontaires. Donc effectivement, peut-être je repars un tout petit peu en arrière. Au début du plan, et je crois qu'on s'était parlé à cette occasion-là, 3 volets dans le plan, les départs volontaires, ça c'est fini, les départs contraints en cours et des renégociations de certains aspects de certaines conventions. On n'est pas en train de dénoncer des conventions, on est en train de modifier quelques alinéas de certaines conventions. Donc les volontaires c'est fini et il n'y a plus rien à négocier puisque les gens ont fait acte de candidature. En revanche, maintenant, on est dans cette phase d'intérimaire d'essayer de réduire le nombre de contraints, objectif fondamental, parce que moins il y a de contraints et plus je me sentirais bien personnellement. Et si on pouvait arriver à 0, j'en serais ravi, mais on n'en est pas là du tout. Et après, dernière phase, qui va commencer probablement au début d'année prochaine, la négociation de ces conventions. Et là, il y a une réunion d'ailleurs demain matin avec l'ensemble des syndicats où on va donner les chiffres que je vous donne ce soir. Donc ils auront ces éléments que vous avez, le nombre de départs qu'on a acceptés, le nombre de départs sur lesquels on est en train de travailler. Et après, on va fixer un agenda. Je suppose qu'il y aura une période de repos entre les fêtes. On a l'impression que les syndicats souhaitent ne pas faire trop de réunions entre Noël et le jour de l'an, ce qu'on peut comprendre très bien. Et donc la troisième phase du plan va commencer à partir du début janvier. Comment voyez-vous l'avenir très concrètement de la SBM par rapport à effectivement cette crise sanitaire? Comment voyez-vous cet avenir? Est-ce que c'est vraiment très sombre? Et malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal et je ne peux pas vous dire quelle sera l'évolution de la situation sanitaire. Quand même, force est de constater que le gouvernement princier, à ce jour, a géré ça de façon le mieux possible. Hein. Et quand on voit ce qui se passe dans les pays environnants, merci aux décisions qui ont été prises, c'était les bonnes. La situation sanitaire ne semble pas s'être détériorée et l'activité est restée. Alors vous imaginez que les salariés de la SBM peuvent être inquiets. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, tout simplement? Parce qu'ils l'ont manifesté d'ailleurs sur la place du Casino. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire là? Je crois que c'est une période difficile pour tout le monde. Je comprends l'inquiétude. Sachez qu'au niveau du management, tout le monde travaille à fond pour minimiser l'impact de ce plan. Et je crois qu'avec un peu de bonne volonté de tout le monde, et nous-mêmes nous ferons des propositions sur le dernier volet de cette négociation dès qu'on les reprendra, je pense qu'on doit trouver un accord avec le minimum de casse possible et j'espère avec 0 casse.
Vous l'avez déjà évoqué, mais pour conclure, quelles sont les prochaines étapes? Écoutez, les prochaines étapes, on espère tout finaliser avant la fin de l'exercice en cours, qui se termine au 31 mars 2021. Donc, dans cette optique-là, je pense qu'il faut utiliser le premier mois de ce trimestre, le mois de janvier, pour finaliser les négociations sur les différents aspects de certaines conventions collectives qu'il faut soit ajuster, soit renégocier légèrement. Enfin, il n'y a pas de point majeur. Il faut juste se mettre autour d'une table et arriver à un accord. Et ensuite, nous devons utiliser les 2 mois qui suivent pour réorganiser les services. On ne peut pas laisser partir plus de 200 personnes dans une société sans qu'on ait besoin de se réorganiser un tout petit peu, de travailler un peu différemment. Je donne un exemple. Moi, ma secrétaire a demandé à partir. Il faut que je ne vais pas la remplacer, donc il va falloir que je m'organise pour travailler différemment. Donc ça prend un peu de temps quand même. Voilà. Donc on espère bien mettre tout ça derrière nous au 31 mars 2021, et puis que le 1er avril, on ait des bonnes surprises, des vaccins, plus de pandémie, et que l'activité reparte et que les visiteurs reviennent en principauté. C'est tout ce que l'on souhaite, Jean-Luc Biamonti. Merci. Merci beaucoup. Évidemment, nous suivrons l'évolution de ce dossier ô combien important. Nous passons au premier point info avec vous, Frédéric Hélion. Et on commence ce point info par un rendez-vous toujours très attendu par les enfants monégasques. Le Noël du Palais s'est déroulé aujourd'hui en début d'après-midi. La cour d'honneur s'est transformée en véritable village de Noël. Le Père Noël a même fait le déplacement, Fabien. Le prince Albert II et la princesse Charlène ont remis des cadeaux aux enfants qui ont également pu assister à un spectacle. On passe à la signature du plan triennal de financement entre Monaco et la CICR. Conformément à la convention signée à Genève le 23 mai 2018 entre le gouvernement princier et le comité international de la Croix-Rouge, Isabelle Rosa Brunetto, directeur général du département des relations extérieures et de la coopération, et Yves Arnoldi, chef de la délégation du CICR pour la France et l'Europe du Sud, ont procédé lundi dernier à la signature du plan triennal de financement pour la période 2021-2023. Ce plan entrera en vigueur au 1er janvier prochain et représente pour le CICR un financement de plus d'1,5 million d'euros sur 3 ans. La mission du Comité international de la Croix-Rouge est purement humanitaire et consiste en la protection et l'assistance aux victimes de conflits armés. Merci Frédéric. Ils se sont déroulés ce week-end à Saint-Raphaël. Les participants n'ont pas eu peur de se mouiller. Je veux parler des championnats de France de natation. Avec nous, Michel Poul, entraîneur de l'équipe de Monaco. Bonsoir. Bonsoir. La principauté a été représentée à ces championnats de France. Oui, effectivement, 9 nageurs de l'AS Monaco étaient présents à Saint-Raphaël pour ces championnats de France élite. Championnats de France élite qui finalement ont eu lieu. On a appris il y a 3 semaines qu'ils finalement, malgré les conditions sanitaires, ils pouvaient avoir lieu. Donc une petite préparation pour ces nageurs monégasques. 9 étaient présents et ont parcouru de distance remarquablement puisque 15 finales ont été enregistrées. Il y a eu des résultats justement. Quels ont été les meilleurs résultats? Les meilleurs résultats, ce sont trois finalistes A avec Marcus Sainton sur 100 mètres brasse, Adèle Blanchetière sur 100 et 200 brasses et Elisa Pou qui a terminé aussi finaliste du 1500 mètres nage libre. Pas de médaille, mais de beaux résultats quand même. Vous voyez le verre comment, vous, à moitié plein ou à moitié vide? Enfin, autrement dit, c'est un bilan positif ou pas pour vous? C'est un bilan positif compte tenu de la période et compte tenu du contenu de l'entraînement que nous avons mis en œuvre depuis le mois de septembre, qui ne cherchait pas a priori à être extrêmement performant sur ce mois de décembre. L'idée, c'est effectivement, la saison va être longue, donc l'idée était plutôt d'en faire une étape vers un travail plus conséquent et plus intense pour les prochaines semaines et les prochains mois en vue des championnats de France d'été. Quelle est l'âme de ce club, de cette équipe, selon vous? La difficulté forge le caractère. Aucun n'a véritablement de qualité exceptionnelle et malgré tout sont capables de performer. Donc c'est bien le travail, c'est le travail. Quel est votre objectif concernant l'ASM Natation? L'objectif, c'est de faire en sorte que chacun puisse s'exprimer et puisse atteindre ses propres objectifs. C'est-à-dire que donner les moyens à chacun d'atteindre son plus haut niveau de performance. La suite, quelles sont les prochaines étapes? Qu'on peut mettre en évidence, c'est potentiellement un championnat d'Europe, c'est potentiellement, peut-être pour certains, les Jeux Olympiques, pour 2 ou 3 d'entre eux, et les championnats de France d'été qui auront lieu à Chartres au mois de juin. Michel Pou, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.
Nous restons dans le domaine aquatique, mais pas en piscine, en mer. Avec le Vendée Globe, les participants sont presque à la moitié de l'épreuve. 27 concurrents sont encore en lice, Fabien, sur la plus grande course au monde en solitaire et sans escale. Yannick Bestaven est toujours en tête devant Thomas Ruyant. Derrière, la bataille fait rage entre 5 skippers. Les écarts sont infimes entre Jean Le Cam, 4e, et Louis Burton, 8e. Il y a quelques jours, les concurrents pouvaient presque se parler d'un bateau à l'autre. Regardez. Very funny. Now it feels like a race. Not so lonely anymore, huh? Au milieu de ce peloton qui contourne actuellement l'Australie, le skipper du Yacht Club de Monaco, Boris Herrmann, pointe à la 7e place. L'Allemand ainsi que 3 autres concurrents avaient dû se dérouter et mettre leur course entre parenthèses pour porter assistance à Kevin Escoffier. Une fois la ligne d'arrivée franchie, 6 heures seront enlevées au chrono final de la traversée de Boris Herrmann. Toujours dans le domaine maritime, les Awards du Yacht Club de Monaco viennent d'avoir lieu. Organisés chaque année, ils permettent de récompenser les meilleurs régatiers du club. Engagé sur le Vendée Globe, Boris Herrmann a tenu à participer virtuellement à cette soirée. Pierre Casiraghi est également intervenu. Le prince Albert II a tenu à souligner l'importance de la mission environnementale de la principauté dans le yachting. En ce qui concerne le palmarès de ces Yacht Club Awards 2020, Lord Laidlaw remporte le prix de régatier de l'année. Le jeune Matteo Acher est récompensé dans la catégorie optimiste et Ludovico Facitelli triomphe en J70. Il doit y avoir encore des retardataires et honnêtement j'en fais partie qui n'ont pas finalisé tous leurs cadeaux de Noël. Pour vous donner quelques idées, nous vous retrouvons Frédéric Hélion dans un magasin de jouets. On est d'accord, il faut quand même se dépêcher. Oui, effectivement, Noël approche à grands pas, c'est dans un peu plus d'une semaine et les enfants sont forcément un petit peu impatients de savoir ce que le Père Noël leur a amené et va leur amener sous le sapin. On va les aider, on va leur donner quelques tuyaux pour savoir. Nous sommes ici au magasin Jouet Club à Fontvieille avec la gérante Sylvie Boveni. Bonsoir. Bonsoir. Bon alors dites-nous un petit peu les tendances de cette année, quels sont les cadeaux, les jeux qui sont partis comme des petits pains finalement. Alors beaucoup de produits Harry Potter. Qui a vraiment eu un succès fou alors qu'il n'y a pas eu vraiment de sortie film ces derniers temps. Beaucoup de produits Harry Potter, aussi bien pour les filles que pour les garçons. Chez les filles, on reste quand même les produits LOL, LOL, vous connaissez, les poupées qui se vendent énormément. Lego toujours, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Playmobil qui revient un petit peu en force alors qu'il avait été un petit peu boudé pendant quelques années. Mais globalement, dire qu'il y a une tendance particulière d'un produit particulier, non. Hormis une poupée de Hasbro qui a été en rupture quasiment tout de suite, on ne peut pas dire qu'il y a eu vraiment de grosses tendances. Un classique au fil des générations aussi qui cartonne, c'est toujours le jeu de société. Est-ce que ça fonctionne toujours ? Ça se vend, mais nous ne sommes pas les plus gros vendeurs de jeux de société dans nos régions. On en a beaucoup vendu pendant le premier confinement. Là, ça a été avec le Drive, on n'a vendu que ça, puzzle et jeux de société. Mais après, globalement, sur l'année, dans nos régions, les gens ils sortent beaucoup et on n'est probablement pas les meilleurs vendeurs de jeux de société. Bien que ça reste quand même une grosse vente. C'est quand même une quinzaine de % du chiffre d'affaires. La dernière semaine est traditionnellement la plus facile à gérer puisque les clients sont moins exigeants et prennent ce qu'il reste. Grâce à l'application Carlo, une nouvelle clientèle est également venue au magasin cette année. C'était un reportage de Frédéric Hélion qui a dû certainement prendre le traîneau du Père Noël pour aller aussi vite puisque vous êtes présent dans nos locaux pour faire un point sur la météo. Oui, et c'est aussi très pratique pour survoler les bouchons, Fabien. Jeudi, le temps sera variable avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Côté température, il fera 9 degrés le matin et 12 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h57 pour se coucher à 16h56. Jeudi 17 décembre, nous fêterons les Gaëls. Bonne fête à tous les Gaëls. On se quitte avec les photos du jour. Et c'était en tête du journal, l'inauguration de la nouvelle vedette de la division de police maritime baptisée Princesse Gabriella, ce mercredi en présence de la famille princière. Et je vous donne un rendez-vous
Très important, ce jeudi 18h, le Prince s'exprimera sur notre antenne, sur votre antenne, concernant les prochaines mesures pour s'adapter au mieux aux fêtes de fin d'année pendant cette crise sanitaire. Le message du Prince donc à 18h sur Monaco Info. Et nous développerons, nous analyserons tout cela par la suite dans les éditions du soir présentées par Patricia Navarro. N'oubliez pas non plus, dès 18h30, à suivre en direct le vote du budget général primitif de l'État 2021. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Au revoir. Et surtout, comme d'habitude, portez-vous bien.